Mesdames, Messieurs, on débarque ce soir la crise entre la RDC et le Rwanda. En cause le réveil du mouvement du M23, le groupe rebelle qui serait soutenu par le Rwanda en vue de la déstabilisation de la République démocratique du Congo. C'est ce que les autorités de la République du Congo pensent. Une position ou version rejetée par Kigali qui pense de son côté que c'est la RDC qui appelle à la haine vis-à-vis du Rwanda. Entre les deux positions ou versions, les morts et les réfugiés s'allongent au fil des semaines et des mois, sans compter la tension dans les rangs des populations de part et d'autre. Alors, Jonathan Batengene, sociopolitiste, l'Est du Congo revient encore sur la scène, et vraiment de façon triste. Comment on en est encore arrivé là, alors qu'on pensait à un certain moment qu'on vit la paix déjà de ce côté-là, même si elle était précaire. L'Est du Congo n'a pas eu de solution véritable pour qu'on se soit attendu à une situation contraire. Le rapport de 2000, produit par les Nations Unies, avec une commission mixte qui avait été constituée d'experts internationaux, y compris il y avait un Camerounais, je crois, M. Mkoko, qui a participé à la rédaction de ce rapport. Cette commission avait fait cette remarque que la seule certitude qu'on a avec l'Est du Congo, c'est le début d'une nouvelle guerre. Comment ça? C'est-à-dire que les conditions sont réunies pour que justement les groupes armés reprennent immédiatement après même un accord de paix le chemin des combats. Il n'y a pas d'ordre dans l'Est de la République démocratique du Congo. S'il y a un ordre, c'est toujours l'ordre d'un groupe armé qui, sous l'effet d'un accord qui est toujours patronné par des intérêts économiques, il y a une certaine accalmie. Donc l'accalmie, ce n'est pas la paix. L'accalmie, c'est simplement un moment de baisse de tension pour des raisons stratégiques, et les raisons de combat sont simplement mises en berne. Elles sont mises en berne et on attend la situation favorable pour reprendre les armes. D'ailleurs, avez-vous assisté à l'Est du Congo à une situation de désarmement, démobilisation et réinsertion des ex-combattants? On n'a jamais fait ça. On n'a jamais vu ça. Donc, depuis 1964, l'Est du Congo a été érigé en bastion de déstabilisation, mais surtout en bras faible de ce pays. 1964, vous vous souvenez, 1961, Maurice Tshombe, il commence en 1960, 4 septembre 1960, il décrète l'indépendance, il proclame l'indépendance. 11 juillet 1960, il proclame l'indépendance du Katanga. On est dans l'Est. Et Maurice Tshombe le fait sur le conseil des renseignements à la fois belges et de la CIA. D'ailleurs, quelques jours plus tard, il va bénéficier d'un renfort conséquent des troupes belges. 11 000 soldats belges déployés en RDC, dont 9 000 dans le seul Katanga. À quelle fin? Ce Katanga qui proclame son indépendance, les Belges viennent-ils pour restaurer l'autorité de l'État congolais? Que non. La rébellion du Katanga, d'ailleurs, avec sa capitale Kisangani, sera déjà mise à contribution pour tuer Patrice Emery Lumumba, qui par une entourloupe aurait dû être le premier président élu de la République démocratique du Congo. Ce qu'on appelait à l'époque le Zaïre. Le Zaïre. Non, le Congo belge. Congo belge. Congo belge. Parce que Léopold II en avait fait sa propriété privée. Donc, les États-Unis et la Belgique
ont travaillé, mais surtout dans le grand bloc de l'OTAN, ont travaillé à ce que l'Est du Congo reste une zone, le ventre mou du Congo. Ça reste la zone de chantage des autorités de Kinshasa, parce que Kisangani à l'époque, c'était Stanleyville, et Kinshasa, c'était Léopoldville. Donc, ils ont fait tout pour maintenir une insécurité à Kinshasa, dans l'Est du Congo, pour que jamais Kinshasa n'ait les coudées franches dans la gestion du pays. Et il y a toujours une rébellion dormante dans l'Est du Congo. Ça a commencé avec le Katanga. Plus tard, quand les partisans de Lumumba vont sentir que non, ils n'ont pas pu, grâce au jeu démocratique, prendre le pouvoir, ils vont aller dans le maquis. Ils vont prendre des armes pour la libération. Vous vous souvenez de la rébellion mouléliste. 1964, cette rébellion va rentrer sur le territoire congolais, soutenue par les Angolais, soutenue par un ensemble de forces. Je crois les Cubains également qui soutenaient les Angolais ont envoyé des experts. Et les États-Unis encore. Cette fois-là, les États-Unis, en tant que puissance dominante du bloc de l'OTAN, vont piloter les opérations à l'est du Congo. Les États-Unis, c'est-à-dire le quartier général des opérations militaires, ça sera aux États-Unis, au Pentagone. 1976, là, il y a eu la guerre, je crois, c'est quoi? C'est le Colchip, c'est quelque chose. La petite région, la région qui a connu le Kolwezi. Intervention française, belge, soutenue par les États-Unis. Je parle là, je prends des éléments pour que historiquement on voie quel est l'intérêt du Congo pour ces pays. La première guerre du Congo, 1997, la première guerre du Congo, 97-98, celle qui voit le départ de Mobutu et l'arrivée au pouvoir, l'accession au pouvoir de Laurent Kabila, est précédée d'un accord informel parrainé par la CIA à Kigali, entre les combattants Tutsis et l'armée de FLDC de M. Laurent Désiré Kabila. Cet accord secret partage l'Est du Congo à 3 pays. Une partie revient à la RDC, l'autre partie, cette fois-là, ça s'appelait le Zaïre, l'autre partie revient à l'Ouganda et une autre partie revient au Rwanda. Accord informel sous le patronage de la CIA. Et pour piloter les choses, c'est M. Kagame qui est mis en contribution. D'ailleurs, M. Kagame va donner des officiers de liaison qui sont dans son entourage proche à M. Kabila. C'est ces officiers de liaison qui vont travailler directement avec le centre le commandement des opérations à Kigali et qui vont également travailler avec les Américains pour les États-Unis pour chasser M. Mobutu. Du pouvoir. La prise du pouvoir. Les accords sont donc revendiqués par les différentes parties. On aboutit par un consensus parce que M. Kabila se rend compte que même s'il avait accepté, pour lui, il fallait chasser Mobutu. Donc, il était prêt à accepter tout. Mais il se dit à la fin, je ne peux pas quand même brader le pays à deux pays voisins. Ça sera mal vu du point de vue des Congolais. Ça risque de créer encore une rébellion. Il veut donc maintenir l'unité du Congo. Et là, la deuxième rébellion du Congo va être engagée. De 1999 à 2003, je crois bien, c'est 2003. Cette autre deuxième rébellion va être le moment où, vous savez d'où venaient les armes. L'on a vu, et c'est d'ailleurs depuis 1997 qu'on avait vu ce phénomène. Le Rwanda va devenir l'un des premiers pays exportateurs de coltan. Le coltan qui est exploité à l'est du Congo. Le Rwanda deviendra un des pays exportateurs. Dans le rapport des Nations Unies de 2000, il est décrit le mécanisme par lequel le coltan est pris dans les mines et transporté des mines vers les aéroports à Entebbe, en Ouganda, et vers Kigali. Et les aéroports utilisés sont des aéroports militaires.
Et la personne qui s'occupe de ce commerce est une dame qui, en cette époque, deviendra la toute puissante intermédiaire entre Kigali et Kinshasa. Le trafic des mines deviendra donc une économie de récompense en attendant l'application de l'accord secret passé entre les Congolais, les rebelles congolais, le gouvernement rwandais et le gouvernement ougandais pour leur soutien au renversement de Mobutu. La deuxième crise du Congo va aboutir à un accord qui vise l'intégration des anciens rebelles Tutsis venus sur le territoire congolais dans l'armée régulière de RDC. Vous allez remarquer que chaque fois que l'on parle d'une rébellion, vous aurez le facteur Tutsi qui sera important au niveau du Congo. En 2009, sous Kabila, après la deuxième guerre du Congo, parce que quand même Kabila a réussi par ses accords militaires, par ses alliés, avec ses alliés, à mettre en difficulté les groupes rebelles. En 2009, pour parvenir quand même à une paix durable, le 23 mars, il signe des accords suivant lesquels ces hommes seront intégrés dans l'armée et ces hommes vont désormais devenir congolais et ces hommes n'auront plus, vont déposer les armes. Jusqu'en 2012, les partis qui ont signé l'accord ne vont pas respecter les termes de leur propre accord. Et pour faire monter les enchères, naît donc ce fameux M23, le mouvement du 23 mars. Le mouvement du 23 mars avec des colonels, des officiers qui sont étrangement, ils vivent beaucoup plus à Kigali que dans l'Est Congo, mais pourtant se retrouvent dans l'armée congolaise. C'est ces gens qui vont mener une guerre. Et en 2013, un nouveau facteur va se développer. Le trafic des minerais qui s'était passé entre l'Ouganda et le Rwanda va remonter jusqu'au Kenya. Il faut noter que quand on parle du même de RDC, là, beaucoup de pays, Tanzanie, tous ces pays-là, jusqu'au Zimbabwe, il y a des ramifications. L'Angola. Ça va remonter maintenant jusqu'au Kenya. Pendant cette période, pendant la rébellion du M23, la première livraison d'or sur le marché kenyan à destination de Dubaï, aux Émirats Arabes Unis. Mais là-bas, acheté par des entreprises écrans qui en fait sont des succursales de sociétés états-uniennes. On parle premier lot, 200 kg d'or, valeur près de 11 millions de dollars. Deuxième lot, 125 kg d'or, valeur 8 millions de dollars. Regardez un peu les quantités. On parle d'une rébellion de 5 mois. On se retrouve déjà avec 300 kilos d'or exploités dans la zone. Ça veut dire que si on va à 7 mois, vous avez la tonne d'or qui est directement exportée. C'est un des éléments qui motive ces rébellions. Et dans le rapport des Nations Unies, il était déjà pointé que beaucoup d'officiers supérieurs rwandais et ougandais s'enrichissaient du fait du commerce des matières, des minerais congolais. Maintenant, les accords de Kampala, de quoi était-il encore question? En fait, le problème des Congolais et de toutes ces affaires d'accords, c'est qu'on ne pose jamais le véritable problème sur la table. On discute comme si on voulait se faire plaisir, on évite le vrai sujet et on parle des questions secondaires. On dit toujours, on va intégrer les soldats dans l'armée et quand ils seront intégrés, ils vont baisser les armes. Les vrais acteurs qui sont derrière sont des officiers qui sont au Rwanda et en Ouganda et qui savent quel est l'intérêt stratégique, quel est l'intérêt économique de l'Est du Congo. Cet appétit a été développé. Le président Tshisekedi, qui lui-même n'est pas un nationaliste, parce que fils d'un traître africain, quelqu'un qui a vendu son pays pour simplement une position dans le gouvernement de Mobutu. Là, c'est un avis, hein, il faut le dire. Il a une lettre
Une lettre qui est signée en 1961 quand Lumumba, en 1960, quand M. Lumumba est arrêté. Il signe la lettre en disant le crapaud. J'ai la lettre dans mon téléphone. Donc je peux vous l'envoyer à tout moment. La lettre, il appelle Lumumba le crapaud. Quand on parle donc de traite, on ne parle pas de au hasard. C'est quelqu'un qui n'avait pas en affection le combat de Lumumba. D'ailleurs, il fait partie de ceux qui ont dénoncé les compagnons de Lumumba après que M. Lumumba ait été arrêté. Il y a un opposant qui est mort jusqu'à très... il y a peu de temps, qui était un compagnon proche de Lumumba. Mais c'est eux qui ont pourchassé ces compagnons de Lumumba. Donc, M. Tshisekedi, qui est le descendant d'un traître politique au Congo, disons qu'il est un descendant d'un homme politique, on peut aller comme ça, c'est plus facile de... vous savez, les Français ne diraient pas que les descendants de Pétain ne sont pas les descendants d'un traître. Ils les considèrent comme un traître de la nation. C'est ce que le père Félix a été. Donc, aujourd'hui, en tout cas, Étienne a été. C'est vous qui le dites. Allez-y, on vous écoute. Le fils Félix n'est que dans la suite, dans les traces de son père. C'est vous qui le dites. Avec lui, donc, il est parvenu même à brader encore les ressources du Congo. Il a dit, bon, avec même le président Kabila, à l'époque, il n'a pas respecté, moi je vais respecter quelque chose. Il crée une compagnie aurifère de transformation de l'or au Rwanda, qui est chargée de transformer l'or exploité à l'est du Congo. Et il se dit, avec cet accord, quand même, les Rwandais vont désormais avoir leur part du gâteau. Mais ce qu'il ignore, c'est que côté ougandais, il y a encore beaucoup d'attentes. Les Ougandais, eux aussi, sont en train de créer, parce qu'ils sont en train de construire, à l'heure où nous parlons, un axe routier stratégique qui les relie toujours aux provinces de l'Est du Congo, parce qu'eux aussi ont des visées sur l'Est du Congo. Les Rwandais, donc, depuis la résurgence des Codeco, qui sont une nouvelle rébellion, mais une rébellion qui est venue désorganiser l'économie minière dans la zone, ont décidé de reprendre la situation sécuritaire à leur propre compte. Alors que Tshisekedi a permis depuis décembre dernier que les forces congolaises puissent mener des actions militaires conjointes avec les Ougandais et les Rwandais sur leur territoire. Le peuple congolais s'est même souvenu des violents affrontements qui ont eu cours sur leur territoire du fait de la présence de ces deux armées. Parce que ces deux armées s'étaient affrontées pendant près de 6 jours dans les villes de l'Est du Congo. Le Parlement congolais a tempesté. M. Tshisekedi n'a pas obtempéré. Il a maintenu l'accord. Les forces rwandaises sont entrées sur le territoire congolais, mais il s'agissait de la police rwandaise. Et les forces armées ougandaises sont entrées sur une partie du territoire. Sauf que les Rwandais constatent que l'économie minière a été fortement bousculée. Et donc, il faut qu'ils lâchent leur chien méchant du M23. Et le M23 est revenu en action ces derniers jours. Comment est-ce qu'on dirait que ces gens ne sont pas soutenus par le Rwanda? Il ne s'agit pas d'allégation. Le major Eric, chef de sécurité du commandant de forces du Sud Kivu pour le Rwanda, se retrouve tué la semaine dernière sur le théâtre des opérations dans un affrontement opposant les forces du M23 et l'armée nationale congolaise. C'est-à-dire au Congo. Au Congo, à l'est du Congo. Comment expliquer qu'un haut gradé de l'armée congolaise, proche d'un patron d'une région militaire, se retrouve sur ce territoire alors qu'il n'y a pas une mission de paix pilotée par le Rwanda sur le territoire congolais? C'est une question, Jonathan. Ce n'est donc pas, il ne s'agit pas d'allégation. Oui. Mais jusqu'à présent, les Congolais, n'ont pas touché le vrai problème du doigt. Chaque fois qu'ils parlent d'accord de paix, il s'agit d'un sauvetage. On vient discuter de soldats qui devraient intégrer l'armée. C'est ce qui crée cette guerre encore au Congo. Parce qu'on ne touche pas du point ces accords informels qui ont été passés, qu'on ne les dénonce pas et qu'on ne dise pas clairement à M. Kagame et à celui de l'Ouganda qu'il n'y aura pas de partition de la RDC. Alors, c'est compris. Merci beaucoup à vous, Jonathan Batengene.
Alors, Mwanzulu, Douabanzar, dites-nous un peu, vous avez compris un peu ce que vient de dire Jonathan Batengene. Alors, la tension, elle est très vive actuellement entre les deux pays, avec Kinshasa qui soupçonne Kigali de soutenir la rébellion et de vouloir déstabiliser la RDC. Dites-nous de votre point de vue, quels sont les arguments qui méritent les arguments d'un camp et aussi de l'autre camp par rapport à toutes ces déclarations qui viennent de part et d'autre. Vous savez déjà, la première des choses que je voudrais récuser, c'était la rébellion. L'histoire de la République démocratique du Congo, il y a eu une seule rébellion. La rébellion de Moulélé. Parce que c'est le fils du pays qui avait estimé que l'ordre était justement après les CAFNAM créés par la Belgique suite à l'accession de la République démocratique du Congo à l'indépendance, méritait une réponse locale. On pourrait citer aussi les différentes résistances de véritables qui ont mené justement le mouvement de révolte pour s'opposer à certaines formes d'occupation qu'a connu la République démocratique du Congo. Tous ces groupes terroristes, justement, portés d'ici et là, il s'agit de rébellion. Quant à qu'il en est des différents arguments qui viennent de gauche à droite, l'argument utilisé par les régimes et le gouvernement rwandais, particulièrement par Paul Kagame, c'est un argument qui revient tout le temps. C'est l'unique et la seule chose qu'il utilise parce qu'il relie, si vous voulez, l'existence de ce pays. Et plus loin, l'existence de population Tutsi par la situation en République démocratique. Parce que pour Paul Kagame, la présence justement de forces Indamwe, si vous voulez, des Hutus chassés lors de la prise du pouvoir justement du mouvement criminel de Paul Kagame au Rwanda, ce sont ceux-là qui, jusqu'à preuve du contraire, travaillent et envisagent justement de renverser le régime Hutu, des cadres de Kagame, et de se venger encore une fois sur les populations toutes. Donc la solution, c'est qu'il faudrait que le Rwanda, si vous voulez, mène la sécurité en République démocratique du Congo. C'est là où le Rwanda peut vivre toujours de la haine vis-à-vis des populations Tutsi. Et c'est là où les Congolais d'origine rwandaise font vivre l'idée selon laquelle les Banyamulenge sont la cible, ont toujours été la cible de populations congolaises. C'est un argument faux et c'est un tissu de cousu, savamment cousu par Paul. Une grande partie de ces populations qui sont arrivées en République démocratique du Congo, je ne remonte pas loin d'histoire, je prends la vague qui est arrivée ici là, entre 1951 et 1959. Lorsque ces populations-là arrivent en République démocratique du Congo, ces populations ont été justement fait, si vous voulez, de l'hospitalité africaine. Les moines, autrement dit les chefs coutumiers et les autorités coutumières en République démocratique du Congo, les ont reçus. Et en plus de cela, les ont donné des terres avec les populations à caractère de vie pastorale et agricole. Ils leur ont donné des terres pour prêter leurs troupeaux, mais aussi des terres pour cultiver. Ça, c'est l'esprit de l'hospitalité africaine. Parce que s'il faut remonter un peu plus loin en 1935, qui règne des populations d'origine rwandaise en République démocratique du Congo actuelle? C'est la Belgique. Et pourquoi la Belgique le fait? Parce que dans la pensée belge, après avoir réussi, eux les Allemands, de créer la scission des populations dites des types et Tutsi, donc les Hamites, et des types Hutus, donc les Bous, après avoir créé la supériorité raciale, les Belges règnent ces populations toutes en République démocratique du Congo pour avoir une forme de supériorité raciale, tendant à pousser les populations Tutsi vers les postes clés de l'administration politique et les autres vers les métiers, tout autre métier, outre que les administratifs. Donc, aisément, la manœuvre mise en place par la Belgique, qui continue jusque-là,
les arguments par la République démocratique du Congo, de la volonté du Rwanda de continuer à exploiter justement et à contrôler les restes de la République démocratique du Congo. Mais les faits ont prouvé jusqu'ici en 1990 qu'il n'y avait aucune route au Rwanda. Jusqu'ici en 1990, le Rwanda était des pays le pauvre en tout profil. Mais qu'est-ce qu'une transformation brutale et vertigineuse du Rwanda ces derniers temps? Il y a notamment deux sources de revenus au Rwanda. La première de sources de revenus, c'est les pillages opérés par les multinationales et les pays justement impérialistes et colonialistes, dont principalement la minorité anglo-saxonne, qui, pour des raisons que l'on fait tous, parce que pour ne pas crier à la récolonisation du Congo, pour ne crier au pillage systématique d'Européens et Occidentaux qui sont venus, ils ont utilisé une main, et la main c'est le Rwanda. La deuxième source, c'est justement le fait qu'on ait permis au Rwanda de rentrer lui-même en République démocratique du Congo pour se servir, et la communauté internationale ferme ses yeux. Ça, c'est un argument. Mais il faut aller plus loin dans cet argument. Aller plus loin dans cet argument, c'est de dire que la volonté a été effleurée ici, sa création d'un État en République démocratique du Congo. Cet État, il ne faut pas se le... Le Rwandais et le Rwanda sont utilisés comme, si vous voulez, vitrine. Mais cet État appartient véritablement à cette minorité anglo-saxonne qui l'a réussi à faire en Australie, qui a réussi à les faire aux États-Unis d'Amérique, qui a réussi à les faire au Canada, qui a réussi à les faire en République dominicaine. C'est-à-dire qu'il faut éradiquer systématiquement les populations autochtones, créant justement un État fantôme en utilisant le Rwanda qui leur aurait permis de contrôler ces chefs-là. L'ambassadeur français en son temps, Renaud Muselier, disait justement que vu l'ampleur du Swahili et du Lingala à l'est de la République démocratique du Congo, il faut imposer le français comme langue. L'une des raisons qui a précédé la mort de Désiré Kabila était parce qu'il a voulu justement sortir la République démocratique du Congo du giron francophone pour le faire rentrer en France. Donc, deuxièmement, Hubert Védrine, ancien ministre des Affaires étrangères de la République française, disait qu'il faut deux républiques rwandaises. Une république, donc la République rwandaise actuelle, dont Paul Kagame a les poussant vers la République démocratique pour jouer de la valeur numérique. Et la deuxième République rwandaise, pour le ou cette fois-ci créée en République démocratique du Congo, et qui sera comptée justement par eux. Mais qu'est-ce qu'on voit dans cette volonté? On voit justement dans cette volonté la véritable machine anglo-saxonne qui est dans le pourtour de l'Est de l'Afrique, en commençant par jusqu'au fin fond de l'Afrique du Sud, et qui veulent tout prix, parce que la République démocratique du Congo a fait son accès ou son adhésion à la SADC, parce que ça a été imposé ainsi, revendiqué par Kagame, imposant au président Mario Congolais d'aller dans ce sens, pour permettre d'abord, vous voyez le contexte dans lequel ces choses-là se passent. Quelques jours du sommet du Commonwealth, Paul Kagame fait justement remuer le couteau de mouvements, comme je le disais, qui n'existe pas le M23, c'est-à-dire l'armée rwandaise, qui rentre en République démocratique du Congo pour déstabiliser. Mais pourquoi justement à quelques jours du sommet de Commonwealth? Et pourquoi? Vous verrez, ce sommet-là ne condamnera rien, comme le Kenya n'a pas condamné. Dans ce contexte-là, j'allais arriver à là, le Kenya peut participer à une force conjointe avec justement les forces de la République démocratique du Congo, évitant l'Ouganda et le Rwanda. Lorsque Tshisekedi lance là, c'est justement, vous savez, le soubassement, c'est parce que le Kenya, ça venait d'être dit ici, est en train d'exprimer lors de la République démocratique du Congo, qui sort du Congo, qui va au Kenya. Tshisekedi a suivi ces pas-là. Il est allé au Kenya et il est allé à Dubaï pour chercher des investisseurs pour exploiter l'or du Congo. Lorsque Paul Kagame entend que cette force va et que lui ne sera pas, c'est la raison pour laquelle il fallait remuer pour que tous les pays, justement, de ces blocs, l'Ouganda, le Rwanda, le Kenya, la Tanzanie, le Zimbabwe, tous ces pays-là se retrouvent. L'Angola ne reste pas
à côté. Parce que rappelez-vous, lors de la guerre en 1998, lorsque Jean-Pierre Bemba déclenche, c'est pourquoi je dis qu'il n'y a jamais eu de rébellion, parce que Jean-Pierre Bemba a appelé ce mouvement-là une rébellion, mais ce n'est pas une rébellion. C'est un mouvement, c'est l'armée ougandaise qui est rentrée sous couvert justement de Jean-Pierre Bemba. Donc, lorsque Jean-Pierre Bemba fait ça, Lambda, Mouzé Laurent Désiré Kabila est allé chercher d'autres pays qui sont allés. Alors, pour aider cela, pour éviter ces confrontations, parce que nous ne voulons plus répartir dans ça, nous ne voulons plus répartir dans ces systèmes de force, d'où les mouvements des pays voisins rentrent en République démocratique du Congo pour, je cite, au bénéfice de ce qui a été fait en 1804 en conférence de Berlin. La République démocratique du Congo est le seul État qui a été créé par le peuple congolais. L'État indépendant du Congo est une famille regroupée de la couronne de Belgique, de la couronne d'Angleterre, qui ont créé un État pour la défense des intérêts du Congo, sans Congolais. Les intérêts du Congo, c'est l'intérêt de ces pays, de ces familles et de ces multinationales au Congo. C'est ça le problème et véritable enjeu de cette guerre qui se passe. Tout le monde qui vient ici, vous le savez comme ça se passe, au temps des razzias négriers, on a utilisé certaines familles, on a utilisé certaines autorités, on a utilisé certains individus. Au temps de la colonisation, ça a été pareil. Au temps du néocolonialisme, on utilise des pays d'Afrique pour justement continuer la néocolonisation. Et maintenant, on utilise des États négriers pour continuer justement à déstabiliser et à piller, à absorber les immenses richesses de la République démocratique du Congo, parce que c'est ça le véritable enjeu. La pointe de la technologie. La République démocratique du Congo, pour chuter là, a toujours payé le prix à chaque fois que l'humanité devait avancer. Nous avons connu la révolution du pneumatique avec le caoutchouc rouge, dont on connaît le sang et le main de Congolais ont été coupés. Lorsque nous avons connu justement la révolution de chemin de fer, on se rappellera encore la construction de chemin du Congo-Océan, dont aujourd'hui le monde crie à la réparation du peuple congolais. Lorsqu'aujourd'hui on parle de la révolution de technologie, les matières premières et les éléments qui permettent justement cette avancée technologique, c'est en République démocratique du Congo. Et c'est pourquoi mon a été poussé à la sortie. Donc, ce sont ces enjeux-là, ces véritables enjeux qui d'abord cette minorité, s'appelle la dite communauté. Et justement, ces pays riverains qui sont utilisés pour absorber l'ensemble des richesses, déstabiliser, exterminer de populations locales, pas plus tard tout le monde a cette information, d'où le Rwanda vient de signer un accord avec la Grande-Bretagne pour expulser de réfugiés en République démocratique. Mais c'est faux. Ce ne sont pas ces grands-là qui seront, ce sont des populations qui seront cherchées d'ici et là pour créer l'imbroglio, le brassage de populations. C'est ce qui se passe pour ceux qui vont à Bukavu, à Goma, les brassages de ces populations. Un Congolais n'est plus même capable d'acheter un logement, une date, au bord du lac et dans le port. C'est justement ce qui se passe pour effacer, comme je l'ai dit, cette création des États, comme c'est le cas en Ontario, comme c'est fut le cas en République dominicaine aux États-Unis, et comme aujourd'hui les Chinois ont reculé. Mwazoulour Douabanza. Alors, Dassi de Bidunte, dis-nous, vous avez suivi les panélistes sur ce plateau. Alors, au-delà de ce qu'ils ont dit, est-ce que vous comprenez vraiment que deux pays voisins qui ont pratiquement les mêmes peuples, qui ont été divisés par la colonisation, continuent à se battre pratiquement depuis des années, quelles que soient les raisons. Est-ce que vous pensez que les pays africains aujourd'hui, des voisins, méritent cette guerre? Oui, merci. Je pense, oui, on mérite cette guerre. Parce que il faut avoir le courage de regarder notre histoire. On le mérite. Et nous allons payer parce qu'on est fautif. Je commence avec ce que mon frère Batengele disait quand il parlait de Kizerbo, à quand l'Afrique. Voici l'ouvrage. Et je réponds à la question, à quand l'Afrique. Pourquoi nous, aujourd'hui, Africains, on est aussi malhonnêtes intellectuellement? On est aussi tombé bas. Moi, je suis spécialiste des rites funéraires et initiatiques. Donc, je vais raisonner dans ce sens. Et ce que je vais dire
essayer de me comprendre. Vous savez, nous sommes des Africains. C'est nous qui avons créé les rites. C'est nous qui avons créé les rites funéraires. C'est nous qui avons inventé tout, humainement parlant. Je le dis en tant qu'anthropologue. Et en matière de rites funéraires, allez-y lire lui Vincent Thomas. Ils disent qu'il n'y a personne au monde qui peut s'arrêter devant les Africains. Je vous prends la mort de Lumumba. Lumumba est mort à la mouton. Pourquoi je dis à la mouton? Vous savez, le bélier, c'est l'animal sacré par excellence. Quand vous attrapez un bélier pour égorger, il ne crie pas. Vous allez tout faire, vous n'allez jamais voir un bélier crier comme le bouc. Essayez de toucher la chèvre. Vous allez voir, il crie partout. Même quand il pleut comme ça, la chèvre crie partout. Vous attrapez la poule, vous allez voir, il va pleurer. Vous tuez un bœuf. Les autres bœufs, quand ils vont venir voir l'espace où vous avez tué le bœuf, ils vont pleurer. Mais le mouton ne fait pas cela. Ce n'est pas pour rien quand vous remontez à l'Égypte ancienne. Le bélier a toujours été le grand symbole de Dieu. Et quand vous remontez maintenant dans les rites musulmans, on va utiliser le bélier pour dire qu'Abraham voulait sacrifier son fils et Dieu a donné le bélier. Le bélier, c'est une grande chose. En pays lobby, pour être féticheur, quand tu n'es pas marié, on ne sacrifie pas le bélier. Et Lumumba, quand vous regardez les vidéos de la mort de Lumumba, Lumumba est mort comme un bélier. Il n'a même pas versé une larme. Il ne s'est même pas débattu. Lumumba s'est donné parce qu'il croyait en ce qu'il faisait. Il a toujours eu foi. C'est un enfant africain qui a reçu l'éducation africaine. Et cette mort, tant que les Congolais ne vont pas se débarrasser du christianisme et de l'islam, regardez la culture congolaise, qui est la civilisation, la chefferie du léopard. Parce que la chefferie en Afrique est divisée. En Afrique centrale, vous avez ce qu'on appelle la chefferie du léopard. Vous avez construit la chefferie sur ses bases. En Afrique de l'Ouest, on a la chefferie des bonnets et la chefferie des chasseurs, avec les Sundiata, Keita et autres. Je vous parle ici de l'anthropologie politique. Mais au Rwanda, qui a divisé les Hutus et les Tutsis? C'est les mêmes colons belges sur la base du discours du christianisme, qui nous a divisés aujourd'hui en Afrique. Ça ne veut pas dire qu'on n'avait pas de conflit où on n'était pas, on ne vivait pas en ethnie. Toutes les sociétés du monde ont connu des ethnies et vivent dans les ethnies. En France, il y a des ethnies. En Allemagne, il y a des ethnies. En Chine, il y a des ethnies. En Russie, il y a des ethnies. Mais en Afrique, quand ils sont venus faire les discours, ils nous ont divisés alors qu'on a une même culture. Regardez la richesse de l'art congolais. Moi, je suis anthropologue. Il n'y a pas cette étude que vous allez aborder en matière d'art africain sans parler du Congo. Regardez la hauteur, la grandeur de l'âme de ce pays. Au Rwanda, on a connu les génocides. Quel rite a été fait? Où des peuples frères qui faisaient les mêmes rites vont aller se faire massacrer parce que les Blancs sont venus nous mentir avec le christianisme. Les diviser en quoi des Juifs, en quoi de quoi, massacrer des gens comme ça. Et, comme l'a dit le frère Nouazoulou, à chaque moment donné de l'histoire de l'évolution de l'Europe, c'est au Congo, c'est dans cette partie de l'Afrique qu'on paye. J'ajoute la question de la bombe atomique, où ils ont pris les premiers minéraux pour fabriquer la bombe atomique. Aujourd'hui, le problème que le Congo vit, en tant qu'un initié africain, je dis que les Congolais le méritent. Parce que j'ai tellement lu d'ouvrages sur la région de l'Afrique centrale, où dans le Sankourou, on chante que la mort de Patrice Lumumba est sans retour. Parce qu'on ne brûle pas un corps en Afrique. On enterre toujours les morts. Et si vous remontez à l'Égypte ancienne, l'histoire de Sinoué, ce général égyptien qui s'est exilé, et quand il est devenu vieux, il a écrit au pharaon pour dire qu'il veut venir mourir sur sa terre, avoir des funérailles dignes. Les Arabes et les Juifs n'ont pas de rites funéraires. Je le dis haut et fort. Ils l'ont copié à l'Afrique. Pourquoi aujourd'hui on se tue au Congo? Parce que tout simplement, les Congolais n'ont plus de repères. Depuis ces sacrifices, depuis ce saccage de la société. Voilà, donc on a été coupé avec Dassi de Bidounter, sociologue. Merci, donc on va le retrouver dans les prochaines secondes. Luc Michel, si vous êtes avec nous, alors, nous sommes là dans une guerre.
qui devrait forcément profiter à certains pays ou à certaines puissances. On est vraiment pratiquement déjà habitué sur le continent africain. Est-ce que vous avez l'impression qu'aujourd'hui, si on n'arrive pas quand même à sortir de ce bourbier dans le Grand Lac, il y a forcément des grandes puissances qui tirent les ficelles dans l'ombre? 19e siècle, ce sont des puissances néocolonialistes qui déterminent la géopolitique du Congo. J'ai écouté mes collègues, j'ai entendu les grands traits de l'histoire officielle, mais on ne comprend pas ce qui se passe dans la région des Grands Lacs si on ne voit pas le dessous des cartes. Moi, je connais bien parce qu'évidemment, ce sont des anciennes colonies belges, mais parce que j'ai eu de longues discussions. J'ai rencontré en tête-à-tête Joseph Kabila et Pierre Nkurunziza et je leur ai soulevé beaucoup de questions et ils m'ont éclairé. Tout d'abord, on ne parle pas de la RDC, on parle des Grands Lacs. Les Grands Lacs, c'est une unité géographique. Il est constitué du cœur de ce qui était l'Empire colonial belge. En 1885, à la conférence de Berlin, on donne au roi Léopold II de Saxe-Cobourg-Gotha, le boucher du Congo. On lui donne à titre privé l'État indépendant du Congo. Mais en 1910, croulant sous les scandales, eh bien, il est obligé de donner la colonie à la Belgique. Ça devient le Congo belge. Entre 1917 et 1919, les Belges s'emparent de la colonie allemande du Tanganyika et ils en font une colonie unique, le Rwanda-Urundi. Ils reprennent les délires racistes de l'anthropologie allemande du 19e siècle et ils séparent les populations du Rwanda-Urundi en peuples dominateurs, les Tutsis, et en peuples esclaves, les Hutus. C'est du délire parce que pour les Allemands, et les Belges suivront les choses, les Tutsis, ce sont des Caucasiens à peau noire. Des Blancs à peau noire, c'est ridicule, mais ça va justifier dans les années 1960 à 1990, ça va justifier une série de génocides au Rwanda et au Burundi. En 1960, il y a les indépendances qui doivent être accordées. À contre-cœur, la Belgique doit lâcher le Burundi, le Rwanda et l'Urundi, et on constitue 3 États. Le Congo, on ne parlera du Zaïre qu'à partir de 1969, le Rwanda et le Burundi. Le drame à ce moment-là, c'est que la géopolitique des Grands Lacs, elle est définie par les Occidentaux, vue d'Occident et pour leurs intérêts. L'homme qui définit la géopolitique des Grands Lacs, c'est Foccart, le Foccart de la France-Afrique. J'ai entendu tout à l'heure parler des Américains et des Belges, mais on oubliait le rôle des Français. Foccart décide, premièrement, on appelle ça les thèses géopolitiques de Foccart. La première thèse, c'est que les ex-colonies belges du Congo, du Rwanda et du Burundi appartiennent à la sphère d'influence au précaré français de la France-Afrique. La deuxième chose, Foccart dit que le Congo, c'est le cœur de la guerre froide au cœur de l'Afrique. Il définit cela d'une phrase qui déstabilise le Congo, déstabilise toute l'Afrique noire, qui contrôle le Congo, contrôle toute l'Afrique noire. Pendant les 15 années du régime du général de Gaulle et du régime du président Pompidou, la France-Afrique est la rivale des États-Unis et il y a une guerre qui se déroule pas seulement contre les Soviétiques, mais également entre les Français et les Américains. Le principal soutien de Moïse Tshombe et de la sécession du Katanga, c'est Foccart. C'est dans le Congo ex-belge que Bob Denard, le fameux mercenaire français, agent des services français du SDEC, commence sa carrière. À partir de 1975, c'est un président pro-américain qui se trouve en France, Giscard d'Estaing,
les Américains et les Français se réconcilient et la France va devenir le gendarme des Américains dans l'Afrique noire. Ils vont le rester jusqu'à la de George Bush II. Pendant toutes les années de la guerre froide, agent triple, agent des Américains de la CIA, agent du SDEC français, aussi agent des Belges, c'est Mobutu. Le roi des Belges se dit qu'il est l'ami de Mobutu. Il fera le voyage au Congo, devenu le Zaïre d'ailleurs, pour soutenir Mobutu. Et le roi Philippe qui vient de se rendre il y a quelques semaines pour soutenir Tshisekedi en RDC, eh bien, il perpétue les voyages de soutien du roi Baudouin pour soutenir Mobutu. Mais lorsqu'arrive la fin de la guerre froide, c'est-à-dire 1991, Mobutu, qui est un régime sanglant et corrompu, n'a plus d'utilité pour les Américains, ni pour les Belges, ni pour les Français. Il est jeté comme on jette un citron pressé. À partir de ce moment-là, les Américains reprennent leur rivalité avec les Français. Les Français soutenaient Mobutu et quand Mobutu est lâché, ils ne savent pas très bien sur quel pied danser. Les Français soutiennent aussi au Rwanda ce qui va devenir le Hutu Power, qui est également soutenu par le roi des Belges. Mais les Américains décident de jouer leur carte. C'est le président Bill Clinton. Bill Clinton décide de jouer sa carte en Afrique sur deux terrains. Tout d'abord, la Somalie. Il liquide la Somalie soviétique du maréchal Siad Barre, qui était l'État le plus puissant de la Corne de l'Afrique, et ils tentent de déstabiliser la Somalie. Ils vont échouer, et c'est là-bas qu'ils vont définir ce qu'on appelle la géostratégie du chaos. La Somalie ne s'en est pas encore remise. Aujourd'hui, c'est un État failli dont 4 parties ont vu la sécession, le Puntland, le Somaliland. Il y a encore 2 ans, Jubaland aux frontières du Kenya et 2 autres territoires. Ce sont des États de facto non reconnus par l'ONU, mais qui ont tous les attributs d'un État indépendant. Le deuxième région dans laquelle les Américains et Bill Clinton décident de se lancer, c'est les Grands Lacs. Il y a en Ouganda, qui est un anglo-saxon, il y a une rébellion Tutsi, dont le chef de service secret s'appelle Paul Kagame, qui est un anglophone. Ce sont des Tutsis anglophones et pas des Tutsis francophones. Les Américains décident d'appuyer la prise du pouvoir au Rwanda par Paul Kagame. Qu'est-ce qui va se passer? Ils vont déclencher une guerre civile autour d'un génocide. Les Hutus vont déclencher un génocide contre les Tutsis, mais également contre les Hutus, contre les Tutsis qui ne sont pas pro-américains. À la suite de cette guerre civile, dans laquelle les Français et les Belges soutiennent le Hutu Power, les Américains font entrer au Rwanda Paul Kagame et à l'aide du génocide rwandais, ils s'emparent du pouvoir. Les Hutus, du Hutu Power, ils passent avec leurs forces paramilitaires et leurs forces politiques au Congo. Ils sont entrés là-bas avec l'aide des Nations Unies qui font un corridor humanitaire. C'est là que démarrent 2 rébellions qui vont dévaster le Congo, le M23, mais aussi le Front populaire de libération du Rwanda. Ce sont 2 rébellions qui au départ combattent Paul Kagame. Paul Kagame qui n'est pas un homme tendre, c'est un homme de service secret, c'est un dictateur dans tous les sens du terme. Il va envoyer son armée au Congo pour poursuivre les génocidaires Hutus, où il va les massacrer, mais il va commencer à piller le Congo. Ce qu'on appelle le modèle rwandais, l'émergence du Rwanda, c'est en réalité une économie néocoloniale qui est basée sur le pillage de 4 provinces de la RDC, le Katanga, l'Ituri, le Kasaï
et le Tanganyika. Paul Kagame, évidemment, c'est un agent des services secrets américains, de la CIA et du MI6 britannique, mais à l'époque, évidemment, il impose une guerre civile au Congo en 1996, où un protégé du Rwanda, qui est le père de Kabila, est amené au pouvoir. La première guerre civile du Congo, c'est 1996, c'est la liquidation du Zaïre. Le Zaïre redevient la RDC, mais il y a une seconde guerre civile en 1998, c'est ce qu'on appelle la guerre mondiale du Congo. À cette occasion-là, il y a 10 pays voisins du Congo qui vont entrer avec leurs forces militaires faire la guerre sur le territoire du Congo. Il y a notamment les Ougandais, il y a les Rwandais, il y a les Angolais, par exemple. Et il y a également 10 forces politico-militaires et politico-religieuses, dont la Lord Resistance Army venue d'Ouganda, qui font la guerre sur le territoire du Congo. Le Congo ne se remettra jamais de cette guerre de 1988 à 2004 parce que toutes les rébellions vont rester en fonction. Ils vont continuer pendant les 20 années qui vont suivre à déstabiliser le Congo. Arrive le père Kabila, c'est un patriote congolais. Il a combattu contre Mobutu. Lorsqu'on a dit que la rébellion des Moulélés était la seule rébellion du Congo, ce n'est pas vrai. Il y a aussi la rébellion de Kabila qui est soutenue par les Soviétiques. Aux côtés de Kabila, le Che Guevara ira en 1965-66 avant de mourir dans l'Amérique latine. Il ira combattre au Congo. Kabila va maintenir sa rébellion de guérilla pendant toutes les années de Mobutu. Lorsque Kabila père arrive au pouvoir, rapidement il se détourne du Rwanda et il essaye de rétablir l'indépendance de son pays. Il est assassiné, on ne sait pas par qui. Lorsqu'il est assassiné, il y a une réunion des dirigeants kabylistes. C'est Joseph Kabila qui me l'expliquera, celui qui se serait levé à ce moment-là pour réclamer le pouvoir aurait vu tous les autres le combattre. À ce moment-là, le fils de Kabila, Joseph Désiré Kabila, c'est un jeune général qui se destine à une carrière militaire. Il est convié à la réunion et on lui dit « Tu dois prendre le pouvoir parce qu'autrement ça va être de nouveau la guerre civile qui va reprendre. » Et il accepte. Petit à petit, il va se dégager des Rwandais, des Français, des Belges, mais aussi et surtout des multinationales. Il va nouer un partenariat avec les Russes, un partenariat avec les Chinois. C'est les Chinois notamment qui font les grands barrages Inga pour électrifier la RDC. En 2017, il va commettre une erreur majeure pour les Américains. Il va créer le nouveau code minier congolais qui rend au peuple congolais la richesse du sol. Immédiatement, Kabila est victime de l'hostilité des multinationales et des Américains. Dernier élément qu'il faut souligner, c'est qu'à partir de la fin des années de George Bush II, il y a un think tank américain qui s'appelle l'Atlantic Council, qui est tout puissant et qui prend le contrôle de la politique américaine dans la région des Grands Lacs et dans toute l'Afrique. Qu'est-ce que c'est l'Atlantic Council? C'est un think tank qui impose à l'administration Bush, puis Obama et Trump, les ambassadeurs dans la région des Grands Lacs, en particulier au Congo, notamment Peter Pham et l'ambassadeur Cohen. Mais il impose aussi les secrétaires d'État américains à la guerre, etc. Ces gens sont tout puissants. Lorsque Bush II est remplacé par Obama, eh bien, l'Atlantic Council reste au pouvoir. Et lorsque Bush II est remplacé par Trump, l'Atlantic Council reste au pouvoir.
C'est l'Atlantique Council qui déclenche le printemps arabe en 2011, le printemps africain en 2014, la nouvelle politique africaine de Trump à partir de 2018. En 2012, le super ambassadeur de Trump dans la région des Grands Lacs, Peter Pham, c'est le président de l'Atlantic Council aussi, il propose dans les colonnes du Washington Post un plan de partition du Congo en 5 États et dont un État rwandais à côté du Rwanda, le second État rwandais. Et c'est un scandale diplomatique, mais les États-Unis n'ont jamais abandonné leur dessein. À partir de 2017, Joseph Kabila est victime d'une tentative de révolution de couleur. L'homme choisi par les Américains, c'est Moïse Katumbi, mais comme il ne peut pas succéder à Kabila parce qu'il est englué dans une sombre affaire de mercenaires avec le général Jones, un autre dirigeant de l'Atlantic Council, qui importe pour le compte de Katumbi des mercenaires au Congo. L'Atlantic Council désigne donc un candidat qui s'appelle Fayoulou. À ce moment-là, il y a une réunion qui se tient à Genève dans les locaux de la multinationale américano-suisse Glencore. À ce moment-là, on désigne Fayoulou comme candidat unique à la présidentielle. Félix Tshisekedi est là, il représente son père, il signe les accords et il les trahit dans les 24 heures où il rentre au Congo et il décide d'être candidat à la présidentielle. Et à ce moment-là, Joseph Désiré Kabila va faire une erreur pour empêcher Fayoulou d'arriver au pouvoir. Il va faire un accord de gouvernement avec Tshisekedi. Tshisekedi, je suis d'accord avec notre ami Jonathan. Tshisekedi, Félix Tshisekedi, c'est comme Mobutu, c'est un agent triple. C'est un agent de la CIA. Il est membre de l'Atlantic Council qui le protège. C'est un agent de la DGS française qui a succédé au STEC, mais c'est également un agent des services secrets belges. Il a fait toute sa carrière en Belgique, dans une province près de Bruxelles qu'on appelle Jean-Val. Vous noterez que l'opposition unie derrière Tshisekedi, c'est le groupe de Jean-Val. Il y a dans la région des Grands Lacs une France-Afrique à la Belge qui est pilotée par la famille de Louis Michel et de Charles Michel. Nous ne sommes pas parents et j'en suis fort aise. C'est une famille qui est aux commandes de la Belgique et aux commandes de l'Union européenne depuis 45 ans. Louis Michel a été ministre belge, il a ensuite été commissaire européen. Charles Michel a été premier ministre belge. Maintenant, il est président de la commission de l'Union européenne. Et le petit frère Mathieu Michel, c'est de nouveau un ministre belge. Ces gens ont construit une France-Afrique à la belge, très influente dans la région des Grands Lacs, et qui protège évidemment la famille Tshisekedi. Tshisekedi, donc, il arrive au pouvoir avec un accord avec Joseph Désiré Kabila, mais il va le trahir immédiatement. Son premier voyage est aux États-Unis. Il va être reçu par l'Atlantic Council et il va tenir une série de conférences où il va se faire adouber par l'Atlantic Council et il va faire allégeance aux Américains. Il va appeler les multinationales à revenir au Congo, d'où elles ont été chassées par Joseph Désiré Kabila. Il va réappeler les conseillers militaires belges et français qui avaient été chassés par Kabila, mais surtout, il va faire deux choses. Tout d'abord, il va entreprendre un programme de d'épuration de l'armée et des services secrets congolais, des éléments pro-russes et pro-chinois. Par exemple, le chef d'état-major de l'armée congolaise, pro-russe et kabiliste, il va être retrouvé pendu. Second mouvement, il va se rendre sur des Américains au Rwanda
il va faire des accords avec Kagame, et ces accords vont permettre à l'armée rwandaise d'intervenir militairement sur le territoire du Katanga, de l'Ituri, du Kasaï et du Tanganyika. Au même moment d'ailleurs, Kagame a fait des accords de diplomatie secrète avec les Français. Il va mettre un terme à 20 ans de guerre secrète avec la France. Je ne sais pas ce qu'il va promettre aux Français, on ne le sait pas, mais en échange, il va recevoir la direction de la francité. La ministre rwandaise, Louise Mushikiwabo, qui a contribué à défranciser et à faire d'un État francophone le Rwanda, un État anglophone, membre du Commonwealth, ces jours-ci d'ailleurs, le sommet du Commonwealth se déroule au Rwanda. Le Rwanda va tenter donc de rejouer sa carte en République du Congo. Ça va durer jusqu'il y a quelques semaines. Il y a quelques semaines, tout va mal pour Tshisekedi. Il y a une réconciliation entre Kabila et Katumbi. Tshisekedi qui prépare les élections, il a de plus en plus de problèmes. Il s'est fâché avec son ancien premier ministre, Vital Kamerhe, mais Vital Kamerhe, en cours d'appel, il vient d'être déclaré innocent du dossier de corruption pour lequel on l'a fait condamner à vie. Il va sortir prochainement de prison. Il en veut évidemment à Tshisekedi, qu'il a trahi comme il a trahi tout le monde. Tshisekedi, c'est comme Mobutu, c'est un traître professionnel. Dernier élément, c'est que les Américains ont lâché Tshisekedi. Le principal homme qui attaque Tshisekedi actuellement, c'est Martin Fayulu. Dès lors, la population est vent debout contre la présence des Rwandais, et Tshisekedi est obligé de dénoncer les Rwandais qui ont repris de plus belle le pillage de la RDC. Il est obligé, sous peine de perdre les prochaines élections, l'homme le plus mobilisé contre Kagame et contre les Rwandais, c'est actuellement Fayulu, qui a demandé au Parlement congolais qui déclare la guerre au Rwanda. Voilà donc ce qui se passe actuellement. La vie, maintenant, il faut savoir quelle est la vie des géopoliticiens non occidentaux comme moi, mais c'est également des géopoliticiens iraniens avec qui je travaille quotidiennement. Nous considérons que la guerre actuelle qui est en train de reprendre au Congo, c'est une guerre américaine. L'Amérique pousse toutes les fractions. Elle pousse leur agent Kagame, elle pousse leur agent Museveni, elle pousse leur agent Mobutu, elle pousse leur agent Tshisekedi à, dans un panier de crabes, 4 factions opposées, 4 factions pro-américaines qui décident globalement de refaire la guerre du Congo. Pourquoi? Parce que le seul moyen d'empêcher les kabylistes de revenir au pouvoir, c'est-à-dire les Russes et les Chinois qui sont derrière eux, c'est de redéstabiliser le Congo et de faire replonger le Congo dans la guerre civile. C'est le scénario de 1988 de la guerre mondiale du Congo qui est remis en route. Voilà ce qui est en train de se passer. C'est donc une guerre américaine et qui est dans lequel 2 autres fractions occidentales, les Belges et les Français, jouent leur carte. Quel est le rôle des Français? C'est de tenter de ne pas être mis dehors de la géopolitique des Grands Lacs par les Américains. Quel est le rôle des Belges? C'est de jouer un jeu de bascule entre le Rwanda, Tshisekedi, les Américains et les Rwandais pour maintenir cette France-Afrique à la Belge, dans lequel les Belges ne décident pas de gouverner politiquement les Grands Lacs, mais de jouer leurs intérêts économiques. Voilà donc cette histoire des dessous de ce qui se passe au Congo, sur lequel on ne comprend pas ce qui se passe. Tout n'est pas dans les mains des Belges, tout n'est pas dans les mains des Américains, tout est dans les mains aujourd'hui des Américains, avec l'aide des Belges et des Français qui jouent leur carte particulière.
Pour Luc Michel, géopoliticien. Alors, par faire d'homme, on va pratiquement déjà vers la fin de cette émission. Lundi, le 20 juin dernier, les dirigeants de l'Afrique de l'Est se sont retrouvés à Nairobi, au Kenya, pour tenter de trouver une solution à cette crise. Alors, à l'issue de leur rencontre, les chefs d'État ont appelé à un cessez-le-feu immédiat et ont convenu de la mise en place d'une force régionale. Alors, est-ce que vous avez l'impression que déjà, avec tout ce qu'on a dit sur ce plateau, premièrement, la solution de cette crise est militaire? Premièrement, la solution de cette crise, qu'elle soit militaire ou pas, elle est d'abord africaine. Il faut que les Africains acceptent de se prendre en main eux-mêmes. Il faut que les Africains soient capables de proposer des solutions pour résoudre les divergences qui sont en réalité les legs coloniaux que nous sommes obligés de traîner jusqu'aujourd'hui. Qu'ils soient capables de résoudre les divergences qui sont éminemment la volonté de l'Occident de mettre à la tête de nos États des hommes liges qui leur sont acquis, et pour que justement la paix et la sérénité reviennent au niveau de nos régions, au sein de nos populations. Parce que ce qui se passe en République démocratique du Congo n'a aucun sens. Je rappelle que le conflit à l'est de la République démocratique du Congo entre la RDC et le Rwanda n'est que la continuité, n'est-ce pas, de la volonté de l'impérialisme occidental de dominer, d'avoir une main forte sur cet espace-là, à tous les niveaux. D'ailleurs, nos États. N'oublions pas que nous sommes des États qui sont le fruit de cette fameuse concertation qui s'est passée à Berlin. C'est Berlin qui a délimité ses frontières. Absolument. La question des Hutus et des Tutsis, beaucoup ont épilogué là-dessous, mais je les appelle les Bahutus et les Batutsis. En réalité, il faut dire que ce sont les mêmes populations qui se retrouvent dans les deux pays. Peuples. Oui. Mais on a tenté de dire les autres parce qu'ils sont élancés, ils sont des néolithiques, les autres parce qu'ils sont un peu plus trapus, ce sont des Bantous. Ce sont des histoires. C'est encore la colonisation qui a fait ce distinguo et qui a donné l'un à l'un la prétention d'avoir une capacité de raisonner comme le blanc, et à l'autre la prétention de ne pas pouvoir raisonner plus que le bout de son nez, si vous voulez. Mais il y a trois peuples, par exemple au Rwanda. Il y a les Hutus, il y a les Tutsis et il y a les Twa. Alors, pour le colon belge, les Twa encore, c'était vraiment un peu plus proche de l'animal que de l'être humain. Donc, faisons attention avec ce qui se passe sur notre continent. Maintenant, il y a la question aussi d'ordre économique. L'Est de la République démocratique du Congo, c'est un scandale. Vous savez que le marché mondial, si on peut l'appeler comme ça, la bourse de coltan, c'est plutôt à Kigali. Il y a toute une bataille de minéraires à ce niveau. Oui, et tous les majors qui font dans les GAFA, là, sans le coltan, ils n'ont rien. Même vos télévisions à la maison, sans le coltan, c'est pas possible. Alors, donc je pense, même dans la fabrication des semi-conducteurs, il y a tout ça, certains semi-conducteurs, il y a tout ça qui rentre. Donc, je pense sincèrement que nous sommes là dans une région où il faut créer un flou de telle manière que les peuples africains ne puissent pas dialoguer, ne puissent pas discuter, pour voir dans quelle mesure ils peuvent exploiter ensemble l'ensemble de ces richesses que Dieu les a dotées et pour le bien de leur population. La question même de génocide rwandais, quand nous ressasse à longueur de journée, pas pour dire qu'elle n'a pas existé, mais elle n'est que le fruit d'un certain nombre de dynamiques complexes qui ont été mis en jeu par l'Occident, justement pour séparer et entretenir violemment ce que j'appelle les exacerbations des contradictions ethniques entre ceux qui ont été créés comme Hutus et Tutsis. Sans oublier mais le Burundi, dont on n'en parle pas beaucoup. Il y a aussi un génocide au Burundi dont on ne parle pas assez. Donc, on a créé ce cocktail explosif pour que, de manière permanente, on soit capable d'agiter à un moment ou à un autre, n'est-ce pas, d'appuyer sur les boutons à gauche ou à droite pour produire ce que nous voyons. Mais nous le voyons aussi parce qu'il y a ce que j'appelle la démission des Africains eux-mêmes.
Quand je parle de l'unité de notre continent, quand j'appelle de tous mes voeux, n'est-ce pas, cet objectif qui était chez Kwame Nkrumah, c'est pour nous éviter ce que nous voyons là. C'est pour éviter cette espèce de chenille qui s'installe de manière permanente. Plus de 20 millions de morts dans cette région de notre continent. Laisse le pays démocratique du Congo et un peu de Grand Lac. Plus de 20 millions de morts. Nous sommes dans des régions où, par exemple, à cause des forces de l'ONU, les populations qui ne connaissaient pas l'islam sont devenues aujourd'hui des djihadistes. Est-ce que vous savez? À partir des casques bleus qui sont venus du Pakistan. Donc, je veux dire que c'est devenu un véritable nid où doivent fleurir toutes les difficultés, j'allais dire toutes les organisations, de telle manière que cette région ne puisse pas connaître la paix et procéder justement au développement de cette région pour le bien de ce peuple et de ces populations. L'impérialisme occidental est éminemment au cœur du jeu. Éminemment au cœur du jeu. Et c'est là où je questionne le leadership des Congolais. Et ça ne me paraît pas quelque chose qui est tombé du ciel, mais c'est quelque chose qui a été programmé, qui a été organisé et programmé pour que nous en arrivions là. L'assassinat de Lumumba pèse de tout son poids quand on voit ce qui se passe à l'Est de la République démocratique du Congo. Lumumba a été assassiné et on a remis le pouvoir à des gens qui n'avaient aucune ambition pour le Congo. Tout à l'heure, Jonathan, vous parlez de la fameuse lettre de Tshisekedi, mais je vais vous la donner, sinon je peux vous la lire. C'est incroyable. Où traite Lumumba de crapaud. Il traite carrément le monde de crapaud. Si on avait le temps, je relis l'entièreté de cette lettre qui n'est pas longue. Donc, c'est une programmation. Rien n'est fait au hasard dans ce que vous voyez au niveau de la République démocratique du Congo. Mais surtout, c'est une programmation d'avoir comme élite politique au niveau de la RDC. Jamais je rappelle quand même. La RDC, c'est une superficie de 2 345 km². Alors que le Rwanda, c'est seulement 26 338 km². Donc, la superficie de la RDC, c'est presque 90 fois le Rwanda. Oui. La population de la RDC, c'est à peu près 100 millions d'habitants. Le Rwanda vague autour de 13 millions d'habitants. Comment vous pouvez nous expliquer si on avait à la tête du Congo, RDC, un véritable leadership politique comme ce que Lumumba a été, est-ce qu'on peut avoir des situations où c'est la petite Rwanda qui va menacer la RDC? C'est une question. C'est pas possible. Donc, si nous arrivons à cette situation-là, c'est parce que, évidemment, il y a une faiblesse du leadership politique depuis la mort de Lumumba. Ce leadership politique a été quoi? Ça a été Mobutu, ça a été les gens comme Etienne Tshisekedi qui était un agent de la CIA, maintenant tout le monde le sait. Ça a été, même le Kabila fils n'a pas pu le faire. C'est un problème. Donc, il faut qu'on se le dise sincèrement, pas parce que j'estime que le leadership de Kagame, on peut l'inciter un peu tout ce qu'on veut de Kagame, hein. Mais au moins, lui, il a une discipline qu'il a imprimée au niveau de son pays et de son peuple. Une discipline de fer. C'est vrai, en écrasant les autres. Mais pourquoi l'inverse n'est pas possible au niveau du Congo? Les gens, eux, ils écrasent les autres pour se mettre plein de poches, pour mettre l'argent dans les paradis fiscaux, mais pas pour construire le pays, pas pour défendre le pays. C'est ce que je ne comprends pas, moi, à mon niveau, avec cette affaire-là. Mais maintenant, dépassons ça. Je dis que l'Afrique doit être une Afrique unie, pour que les enfants d'Afrique ne soient pas à Détroit et ne prennent pas les autres avec le même discours, avec le même héritage colonial qu'on continue aujourd'hui de développer. Les histoires, je suis francophone, tu es anglophone. De plus en plus maintenant, on voit des pays qui étaient dits francophones et adopter l'anglais comme langue, les gens qui vont au Commonwealth, les autres qui vont à la francophonie. Pire encore, on manipule les Africains. Je vous rappelle que l'actuelle présidente de la francophonie, vous savez comment elle s'appelle? Madame Luce Mushukawabo, qui est rwandaise. Le Rwanda qui est sorti, qui a fait de l'anglais la première langue au détriment du français. Comment pouvez-vous expliquer que, malgré cela quand même, on a donné à Madame Mushukawabo le poste de présidente de la francophonie. Vous voyez comment on manipule les Africains? Et nous, on est là, on ne voit pas. Mais il y a encore mieux. Il y a encore mieux. Le Congo-Brazzaville vient d'octroyer plus de 12 000 hectares au Rwanda. On parle seulement de ce que le Rwanda fait avec avec l'Angleterre. Le Congo-Brazzaville vient d'octroyer près de 12 000 hectares au Rwanda. C'est pour faire quoi? Vous voyez? Donc,
On peut dire tout ce qu'on veut dire de Kagame, mais on a l'impression que ce gars, il a un leadership. Il a une vision. Il se sent à l'étroit. Il vole le coltan au niveau du Congo parce que là-bas, en réalité, il n'y a personne là-bas qui réclame l'héritage de Lumumba. Et il joue avec tout cela pour justement maintenir son pouvoir, construire une force qu'on ne peut pas rejeter au niveau de Grand Lac, quand il faut décider des questions de Grand Lac, stimuler, j'allais dire, instiguer des rébellions comme le M23 de gauche à droite pour rebattre des cartes et ramener tout le monde à la table de négociations, etc., etc. Voilà le cocktail explosif dans lequel nous baignons, nous barbotons, tout simplement parce qu'en Afrique, il n'y a pas de véritable dirigeant qui a un sens de l'État, qui a une dignité, qui soit de véritables patriotes, qui pensent d'abord l'intérêt national avant de penser à leur propre poche. C'est ça qu'il s'agit. Donc, cette question de ce conflit-là, quand je l'aborde, je dis, je veux bien qu'on accuse le Rwanda, qu'on tire sur Kagame, qu'on nous explique l'inexplicable à partir de ce que les colons ont fait. Nous avons aujourd'hui des intellectuels, nous avons un anthropologue sur notre plateau. Pourquoi les Africains n'ont pas fait une espèce de catharsis sur le plan sociologique et anthropologique et dire que nous ne pouvons pas continuer à porter les manteaux que les colonisateurs nous ont fait porter parce qu'elles ne représentent pas la réalité de nos cosmogonies. Pourquoi les Africains sont incapables de le faire? Parce que c'est facile d'indexer les autres, de dire que ce sont les autres qui sont les agresseurs, ce sont les autres qui font ci et qui font ça. Mais nous-mêmes, quelle a été notre propre contribution? On a tué nos héros. On les a complètement, le cas de Lumumba, il est grave, on le tue, on l'enterre, on vient encore détruire les corps, de là où on avait intérêt pour que ça ne soit pas un lieu de pèlerinage pour les Africains, on l'amène ailleurs, on les découpe à la scie, on le fait dissoudre dans l'acier de sulfurique, après on nous ramène une dame. On nous dit que la dépouille de Lumumba est de retour et les gens commencent à applaudir. Mais c'est quoi cette histoire? Et c'est une dame qu'on apporte à l'Afrique. Mais oui, mais est-ce qu'on est donc personne, et même si c'est la dame de Lumumba? Moi j'ai une vidéo d'un certain, il était commissaire belge à l'époque, qui dit qu'il avait deux dames. Et que les deux dames, quand monsieur... Voilà. Pardon? Gérard Sout, il avait deux dents et que quand l'écrivain Ludo de 8 est venu le voir, il a pris peur parce que lui il a dit attention, toi-même là tu seras dans bientôt devant les tribunaux pour répondre à la mort de Lumumba. Il dit il a la haute main et il les a mis en dessus, donc il l'a jeté quelque part. Quelle est donc la dent qu'on présente là aux Africains aujourd'hui? Au point de faire, n'est-ce pas, cette méga célébration dont personne ne peut comprendre. Ce n'est pas pour moi une autre occasion de ne pas être d'accord avec mon aîné Roland Lumumba, avec qui j'ai partagé ce plateau et j'ai voyagé ensemble et dont nous avons de très bonnes relations. Mais je dis que nous les Africains, nous devons quand même poser ces problèmes. C'est quoi cette infantilisation de l'Afrique au quotidien? Donc, quand on voit effectivement ce qui se passe dans cette région des Grands Lacs, en réalité, les Occidentaux, les pressions occidentales capitalistes ne veulent pas que les richesses de l'Est de la République démocratique du Congo et de tout ce pourtour de Grand Lac soient gérées éminemment par les Africains. Ils ne veulent pas cela. Ils veulent toujours qu'il y ait la même mise. Ils essaient de pousser Kagame en nous montrant que vous voyez, vous avez toutes nos faveurs, il faut aller dans notre direction. Et en même temps, au niveau du Congo, ils ne permettent pas qu'il y ait un véritable pouvoir qui soit capable de défendre les intérêts de la RDC. On met des gens à la tête du Congo dont tu ne sais pas d'où ils sortent. Tout ce que Luc Michel et Batengue nous expliquer comment, par exemple, le deal s'est fait entre Joseph Kabila et non, pas Joseph Kabila, père, le fils. Le fils qui venait de partir. Le prénom Kabila fils. Kabila fils. Et Tshisekedi, ça fait rire. On a presque envie de rire. Et sur ce plateau, je disais que cet accord est dangereux. Il est dangereux parce qu'il ne permet pas une véritable responsabilisation de ceux qui vont prendre le pouvoir après par rapport au peuple, par rapport aux deals qu'ils ont fait avec le peuple en fonction de ce qu'ils appellent leur programme politique. Donc ce sont les accords sous le parrainage évidemment des États-Unis et la CIA qui ont donné l'exécutif qui est en place maintenant au Congo. Comment voulez-vous que ces gens-là soient au service des Congolais pour le bien des Congolais? Donc il faut bien dire, n'est-ce pas, tout ce ramdam-là et ces agendas-là pour comprendre la problématique de ce qui se passe aujourd'hui au Congo. Voilà. Donc moi,
je continue de dire, il revient aux Africains de se prendre la main. J'ai été heureux quand j'ai vu, lors du congrès constitutif du parti de Nambabo, dénommé par son parti, le parti des peuples africains. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut qu'on aille vers l'unité des peuples africains. Qu'il y ait l'union des peuples africains et non l'union des États. Parce que c'est seulement avec l'union des peuples africains que nous allons mettre de côté, n'est-ce pas, cette folie-là que nous constatons au niveau de la République démocratique du Congo, parce que quelques individus, n'est-ce pas, en parfait accord avec les Occidentaux, ont décidé d'être au service des intérêts des Occidentaux, quitte à ce qu'ils continuent à avoir des milliers, voire des millions de morts sur notre sol. Cela est complètement inacceptable. Donc, aux Africains, travailler pour qu'à la tête de nos États, on puisse avoir effectivement de véritables patriotes qui vont défendre les intérêts de notre continent. Sinon, effectivement, cette farce-là, cette comédie, malheureusement, c'est qui est dramatique, parce qu'il y a des morts, va se poursuivre, tout simplement parce que nous, les Africains, à la base, on n'aura pas pris de responsabilité pour que l'Afrique puisse être un continent où, enfin, ce sont les intérêts des Africains d'abord qui seront pris en compte avant toute autre chose. Merci beaucoup, Patient Parfait. Donc, je vous retrouve dans quelques instants pour votre dernière prise de parole. Alors, nous sommes pratiquement presque à la fin de cette émission. Et également, vous aussi, Jonathan, acceptez bien que je puisse donner la parole en quelques secondes à Mwanzoulour Douabanza qui est avec nous. Alors, dites-nous, monsieur, pour vous, quelle sortie de crise aujourd'hui, quelle est un peu la solution durable pour mettre fin aujourd'hui à cette crise qui perdure dans le Grand Lac? Je pense que pour résumer, je pense qu'unanimement on est d'accord qu'il y a la main de la communauté internationale pilotée par cette minorité des Antilles dont la volonté, justement, l'extermination de populations congolaises et l'accaparement de toutes ces richesses. Deuxièmement, il y a une main africanisée. Et la main, c'est la main de... Contrairement à ce que l'on peut penser, il n'y a aucune discipline de fer installée par Paul Kagame dans son pays, mais c'est la terreur. Chaque régime a toujours cette facilité de pouvoir installer la terreur pour faire reculer et faire taire. Ça, c'est une logique évidente parce que les crimes sont tels que il faut faire taire. Quand il en est la solution, la première de solution pour la République démocratique est populaire. La raison pourquoi je viens devant le peuple d'Afrique et le peuple africain. Il n'y a que la construction d'un mur mental et d'une conscience panafricaine véritable qui sera capable d'un côté de dissuader les velléités justement néocoloniales de Paul Kagame, mais aussi les élans impérialistes des anglo-saxons, et notamment du cartel criminel de l'Occident posé par les États-Unis, la France, la Belgique et la Grande-Bretagne. Donc ça, c'est une première étape de la solution. Il faut une véritable mobilisation. Il faut que l'Afrique authentique, l'Afrique panafricaine écoute les cris du Congo pour que nous puissions inverser ces systèmes de terreur, de prédation et d'exploitation mises depuis 1980 en République démocratique du Congo. Deuxième solution. On vous a très bien suivi. Alors, Dassi de Bibunte, pour vous, que faire aujourd'hui pour sortir définitivement et durablement de ces crises qui perdurent dans le Grand Lac? Oui, merci de me redonner la parole. Moi, je pense que c'est complexe parce que de part et d'autre, les gens sont manipulés. Et vous savez, en Afrique, nous ne sommes pas nous-mêmes. Aujourd'hui, quand je continue mon raisonnement, quand vous prenez le Congo aujourd'hui, il y a combien d'églises dans la seule ville de Kinshasa? Il y a combien d'églises? Ça veut dire même, regardez le niveau de raisonnement. Nous, Africains, aujourd'hui, est-ce qu'on pense à nous-mêmes d'abord pour construire? Non, on est manipulé toujours par les autres. Et quand vous prenez l'actuel président congolais, et Luc Michel a parlé de son voyage aux États-Unis, il a fait un discours devant un patronat juif. Allez-y lire le discours. C'est pas honteux, c'est enfantin. Qu'un président vienne s'arrêter devant un peuple en train de louer l'histoire de ce peuple, il dit que Dieu a dit que celui qui va s'attaquer à l'Israël, donc c'est sorti ici, c'est rentré ici. Quelle est la construction? Donc, pour dire quoi?
La solution aujourd'hui dans les crises africaines, c'est nous-mêmes Africains qui devons nous asseoir d'un point de vue sociologique, anthropologique à l'Africain, nous parler. Parce qu'en Afrique, c'est le dialogue. Nous parler, nous dire la vérité. Et afin de trouver une solution par nous-mêmes. Par exemple, Parfendon parlait de la dent de Lumumba, la façon dont ça a été donné. Où sont nos juristes? Ceux-là qui sont là, quand il s'agit de constitution, de politique, tu vois les juristes, c'est eux qui vont nous mettre dans tous les problèmes. Mais quand il y a des problèmes comme ça, tu ne vois pas les juristes africains. C'est lever, monter des dossiers et crier sur les toits pour dire que juridiquement, il faut qu'il y ait justice. Qui a libéré l'Inde? C'est Gandhi. C'est un avocat. Il a eu la révélation de la non-violence en Afrique du Sud. Donc aujourd'hui, le problème, ce n'est pas les États-Unis. Le problème, ce n'est pas la France. Le problème, ce n'est pas le Rwanda. Et le problème, c'est les Africains. Pas la Belgique. Moi, le problème, c'est les Africains. Si tu dois trahir ton frère pour prendre de l'argent et terminer comme un rat, vous voyez comment les Mobutu, les Blaise Compaoré, comment ils s'appellent, le Centrafricain, les Bokassa ont terminé. Mais si tu as une intelligence humaine, tu as une éducation de base, merci tu dois beaucoup. refuser de terminer comme ces gens-là et être digne. Merci beaucoup à vous, Dassi de Bibuntir. Merci beaucoup. Alors, Luc Michel, si vous êtes là, en un ou deux mots, que faire pour sortir définitivement et durablement de cette crise dans le Grand Lac? En un ou deux mots, s'il vous plaît. D'accord avec cette thèse qui fait reposer la responsabilité sur les Africains. Lénine, dans l'impérialisme, statut bref du capitalisme, a bien expliqué que le problème, c'était ce qu'il appelait la bourgeoisie comprador. Qu'est-ce que c'était les compradors? C'était la bourgeoisie chinoise de Macao qui avait cédé le pouvoir politique aux Portugais pour pouvoir garder le pouvoir économique. Aujourd'hui, dans toute l'Afrique, et en particulier au Congo, il y a une bourgeoisie comprador, il y a une cinquième colonne comprador. Merci beaucoup à vous, Luc Michel. Alors, Jonathan Batengene, on est pratiquement arrivé à la fin de cette émission. Votre dernier mot de sortie, que faire pour que la paix revienne dans le Grand Lac? Le professeur Kizerbo, dont nous avons rendu hommage, disait que la parole est la clé de libération de l'Afrique. La parole que nous émettons sur le Congo, aujourd'hui, en déconstruisant le plan, est déjà le premier élément. Les Congolais doivent prendre conscience, se détourner des distractions dans lesquelles ils ont été entraînés, à grand renfort de la publicité médiatique et de l'industrie de la distraction aux États-Unis. Je parle bien sûr de cet amour pour deux phénomènes qui sont plutôt destructeurs pour les Congolais, la sape et la musique. Les Congolais doivent regarder aux affaires profondes de leur pays et avoir une vraie conscience historique de ce qu'ils doivent devenir, un peuple libre. Et pour cela, actuellement, le président Tshisekedi n'a pas les capacités de porter le peuple congolais vers cette liberté. Il faut que les Congolais travaillent au retour de M. Kabila. Merci beaucoup. Parfendon, votre dernier mot de fin. L'Afrique doit s'unir. Il faut qu'on commence à mettre en avant la question de l'unité politique de notre continent. Avec cette unité, si vous voulez, les États fédéraux d'Afrique, dites ça comme vous voulez, les questions comme celle-là, parce que les Tutsis sont des Africains, les Hutus sont des Africains, les Congolais de l'Est de la République démocratique du Congo sont des Africains. Nous ne devons pas continuer à mettre en avant les objectifs, j'allais dire les décisions du legs colonial, de cette fameuse rencontre de réunion de Berlin de 1884, pour figer dans du marbre, n'est-ce pas, les dynamiques et l'avenir de notre continent. Nous devons les dépasser. L'Afrique doit s'unir pour obliger l'ensemble de nos décideurs de ne plus être au service des pays tiers et des lobbies étrangers, mais d'être éminemment au service de notre continent. C'est seulement la seule raison pour laquelle nous pouvons encore prétendre être des êtres humains au même pied d'égalité que les autres peuples de la planète. Voilà donc le message lancé. Mesdames, Messieurs, merci beaucoup pour votre bienveillante attention. C'était donc ce débat panafricain en deuxième partie avec Patient Parfendom, analyste politique, Jonathan Batengene, sociopolitiste, et en multiplex sur ce plateau, Dassi de Biduntir, sociologue, Mwanzoulour,
Douabanza, activiste panafricaniste, et Luc Michel, merci pour votre bienveillante attention. Dimanche prochain, nous serons là avec le même plaisir. Bonjour et bonsoir.